normale totale, cette fois-ci, version NS3A. Donc, ces petits patients, on les voit vite. Mini rappel physiopathe que vous venez d'avoir. Donc, le retour des veines pulmonaires dans la circulation droite, soit en supracardiaque, soit en infracardiaque, soit en intracardiaque. Soit c'est pas bloqué et donc ça crée juste une surcharge volémique dans les cavités droites et une dilatation du VD, soit le RVPA total est bloqué et donc ça crée de l'HTAP post-capillaire puisque les poumons ne se déchargent plus dans les cavités qui suivent, droite ou gauche, peu importe. Vous vous retrouvez en situation vulgairement appelée d'OAP. Vous avez associé à ça un hypodébit systémique puisque vos cavités gauches ne sont plus préchargées, plus remplies. En préopératoire. Donc en préopératoire, le RVPA total non bloqué, des grosses cavités droites, vous avez un shunt CIA, généralement droite-gauche, qui va permettre de rééquilibrer l'ensemble, mais vous n'aurez pas que le sang des veines pulmonaires qui vont arriver dans ce shunt, donc vous aurez obligatoirement un shunt cyanogène et donc des désaturations associées. Mais c'est un patient qui sera stable, qu'il faudra opérer, on verra. Plus la chirurgie est tardive, plus on retarde, mieux le post-op se fait. En ce qui concerne le RVPA total bloqué, on est vraiment sur l'entité. C'est pas tant l'arrivée des veines pulmonaires dans les cavités droites qui pose problème, c'est réellement le blocage, l'obstruction de ces veines pulmonaires et l'HTAP post-capillaire qui va conditionner le malade et qui va faire en sorte qui va faire que vous serez un peu plus embêté. Donc le patient est en HTAP post-capillaire, les poumons ils sont complètement plugués, le drainage ne se fait plus. Donc vous avez de la congestion, une sorte d'artériopathie associée à cette congestion et des poumons qui sont plus ou moins engorgés avec plus ou moins d'OAP dans l'alvéole, donc des troubles ventilatoires associés, donc une vraie désaturation. Qui est d'origine cardiogénique et qui est d'origine pulmonaire. L'hypodébit systémique, vous n'avez plus de précharge dans votre VG, le VG n'a plus grand-chose à débiter dans le système, et donc votre patient est en bas de débit systémique. On va leur administrer de la prostine et on va plus ou moins faire un Rashkin pour essayer de remplir ces cavités gauches dans l'urgence pour pouvoir restaurer un débit gauche. Mais on va aussi tout faire pour que ce VD, qui se prend une grosse HTAP, une grosse push-charge, survive à tout ça. Donc, vous allez rajouter des inotropes. Vous allez l'intuber et mettre de la PEP parce qu'il va falloir quand même préserver un peu vos alvéoles et essayer de les reventiler. La clé, c'est réellement d'essayer de normaliser le pH de votre patient avant l'arrivée au bloc opératoire. Si vous le poussez au bloc et vous l'induisez dans une situation de bas débit catastrophique, il part réellement avec des points en moins et il sortira du bloc d'autant plus compliqué. Donc si on peut tenter de le stabiliser dans les petites heures qui précèdent la chirurgie, vous serez toujours mieux. Donc soit avec le rachis, soit avec la prostine, en optimisant le ventricule droit, en forçant le peu de shunt qu'il peut y avoir entre les cavités droite et gauche, en faisant en sorte que le pH soit normal, que les alvéoles et que le poumon ne se noient pas trop vite, et vous partirez plus gagnant. En péropératoire, donc soit en hypothermie, soit en normothermie. La chirurgie en normothermie, le professeur Léobon vous a expliqué que c'était tout simplement plus compliqué vu qu'ils se reçoivent le débit veineux qui les noie dans le champ opératoire, que c'est des tout petits cœurs néonataux et que c'est beaucoup plus compliqué de faire des anastomoses correctes et d'avoir une belle visualisation de ce qu'ils font. Et donc, ils préfèrent être en hypothermie et être en quasi-arrêt circulatoire pour être complètement à sec et pouvoir faire une chirurgie finalement peut-être plus efficace aussi en durée de CEC et en durée de clampage.
La CIA qu'ils vont faire, comme il vous l'a dit, c'est une CIA qui est intentionnelle, on peut appeler résiduelle, mais elle est intentionnelle. Elle va servir à faire la décharge, mais comme il dit aussi, apporter un peu de sang oxygéné dans les artères pulmonaires, puisque ça va être vraiment l'enjeu du post-opératoire, se soustraire un peu de cet HTAP qui viendra, enfin qui est déjà là, mais qui cette fois sera différente, qui ne sera pas de l'HTAP post-capillaire, mais de l'HTAP de vasoréactivité, comme on connaît dans les hyperdébies pulmonaires. En inotrope, on privilégie le lévocimendant parce que vous êtes face à des cavités gauches qui sont toutes petites, restreintes, peu compliantes. Donc on va essayer de toujours dans le même objectif, augmenter et améliorer le lystropisme. Et en plus de ça, c'est un inotrope quand même de choix sur les cœurs néonataux qui souffrent. Vous pouvez quand même utiliser le chorotrope. On rajoute toujours l'adrénaline pour l'effet vasoconstricteur systémique et inotrope positif. Donc, ce qu'il faut se dire lorsqu'on pose une CEC de RVPA total bloqué, c'est que le VG est petit et restrictif, qu'il va lui falloir un petit peu de temps pour retrouver son volume correct, d'accord? C'est pas juste en remettant de la précharge dans ce ventricule et dans ces cavités que direct elles vont avoir une bonne diastole et qu'elles seront capables de bien éjecter. D'une part, il y a l'hypothermie de l'arrêt circulatoire, la CEC, plus ou moins longue, qui n'est pas si longue que ça, qui va créer ce stunning myocardique gauche. Et en plus de ça, le VG est constitutionnellement pas très grand. Donc il va lui falloir du temps. Au départ, il ne va pas falloir forcément miser sur une bradycardie, sur l'optimisation de cette diastole. Il faudra juste que ce petit VG, qui va mettre du temps à grossir, euh, soit capable d'apporter le débit. Donc il va falloir peut-être tolérer aussi une forme de tachycardie si ça lui permet d'avoir le débit. Le VD, il sera dilaté et défaillant parce qu'il était en HTAP post-cap avant même le bloc. Donc, il va falloir le soutenir. Tolérer aussi qu'il lui faille quelques jours pour s'améliorer. Et donc, pour pouvoir monitorer tout ça, eh ben, vous aurez besoin, mais en tout cas, ça vous facilitera la vie d'avoir des cathéters intra-OG ou AP, enfin, et AP, pour monitorer l'HTAP résiduel que vous aurez et les pressions, votre remplissage, votre précharge gauche que vous allez pouvoir tolérer sur ces cavités gauches qui sont assez restrictives. L'HTAP post-opératoire. L'HTAP post-opératoire, elle est liée déjà à cette congestion capillaire, vasculaire du poumon qui résulte de l'HTAP post-capillaire préopératoire. Elle résulte aussi de l'inflammation liée à la CEC et à l'hypothermie qui a été faite au bloc. Enfin, quand on parle d'hypothermie, c'est hypothermie arrêt circulatoire. Et en plus de ça, vous avez les alvéoles qui sont pleines de plasmorée du fait de l'OAP et de l'HTAP post-cap, donc des poumons qui ventilent mal. Des poumons qui ventilent mal, qui ont perdu leur compliance, donc des gaz, une capnie et une PaO2 qui seront pas très optimisés. En tout cas, il va falloir les optimiser, il va falloir peut-être forcer un peu et tout faire pour que cette ventilation soit optimale. Sinon, vous rajoutez l'HTAP vasoréactive de l'hypercapnie, de l'hypoxémie et surajouter à la congestion, surajouter au fait que c'est des cœurs et des vaisseaux néonataux qui ont encore une belle vasoréactivité. Donc vous allez vasodilater le plus possible en mettant des FiO2 hautes, en essayant d'avoir des capnies les plus basses possibles si on peut, et en mettant des vasodilatateurs pulmonaires inhaler dans un premier temps. Et puis, comme je vous l'ai dit hier pour le canal artériel ou la fenêtre orthopulmonaire, en systémique, si besoin, soit vous n'avez pas le choix, même si la radio pulmonaire, même si vous allez lever la vasoconstriction hypoxique, ils seront peut-être indispensables parce que vous allez devoir aider votre VD, lever cet HTAP, et donc vous serez contraint malgré tout d'utiliser un vasodilatateur pulmonaire systémique type sildenafil, Bosantan. Et sinon, vous misez tout sur le pulmonaire si vous arrivez encore à avoir un effet pulmonaire, si votre poumon n'est pas complètement blanc et complètement plugué. Donc du NO, de l'hyloprost inhalé. Parfois, on fait du chorotrope inhalé aussi. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc, dans tout ça,
on est sur une toute petite cage thoracique, sur de l'œdème, des poumons très édémaciés, perte de compliance, et donc le sternum ouvert, c'est monnaie quasi courante. En tout cas, quand vous partez au bloc sur un VPA total bloqué, vous prévoyez déjà qu'il sortira sternum ouvert. Si les choses vont bien, si votre patient était équilibré avant, si l'HTAP était limité, s'il n'était pas, enfin, il ne sera pas complètement bloqué, hein, parce que s'il est complètement bloqué, votre patient est mort avant même d'arriver au bloc. Donc s'il est en voie de se bloquer, mais qu'il y a encore du débit, qu'on tolère encore, et que le patient ne s'en sort pas trop mal, qu'il a été diagnostiqué à temps, vous avez peut-être une chance de pouvoir fermer votre thorax, de conserver les compliances pulmonaires correctes, d'avoir une ischémie, enfin, un bas débit systémique qui a été maîtrisé, et les choses vont finalement pas trop mal se passer. L'ECMO, c'est vraiment lorsque vous retrouvez sternum ouvert, mais avec un patient qui désature. Donc l'ECMO, elle peut être véno-veineuse, simplement si c'est un vrai problème d'oxygénation et de décarboxylation. Et elle va vous permettre de passer juste le cap le temps que les poumons sont trop défaillants et que le temps que les poumons se nettoient pour avancer. Et si vous avez une véritable dysfonction droite par défaillance préexistante et qui ne se lève pas avec vos inotropes, effectivement, là, vous serez obligé de vous mettre en VA. Mais la VV peut être une option suffisante. En tout cas, elle est à réfléchir. Donc, vous réfléchissez en plusieurs étapes. Vous serez votre CEC doucement. Vous regardez comment le myocarde réagit, vous lui laissez un petit peu de temps, vous optimisez la calcémie, vous optimisez vos inotropes, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient présents et actifs. C'est aussi pour ça que le lévossimandant a son intérêt. On le débute au départ, c'est une perfusion longue sur 24 heures. À H4, on a le pic d'efficacité du lévossimandant. Donc à H4, entre le début de la perfusion et le déclampage, on est à peu près dans les ranges. Donc on a vraiment un inotropisme, en tout cas une optimisation du traitement médicamenteux qui est faite. Et donc voilà, progressivement, vous allez titrer votre assistance, l'invasivité et l'agressivité de votre réanimation. Donc soit juste un sternum ouvert, enfin soit on ferme le sternum, tout se passe bien, soit un sternum ouvert, soit une assistance ventilatoire, soit une assistance circulatoire. Tout en sachant que votre patient, vous lui fermez le thorax parce qu'à la pause de votre CEC, vous considérez que c'est suffisant. Il est toujours réouvrable dans les heures qui suivent si en réanimation, les choses se dégradent. Okay, donc, toujours l'avoir en tête. Et si le patient est défaillant à quelques minutes, ou alors on peut essayer de le fermer, on ferme, on commence à mettre les fils d'acier, les chirurgiens commencent à refermer la peau, et puis en fait, à ce moment-là, vous dites non, ça va pas passer, on réouvre le thorax, c'est pas un problème, ils mettent leur plaque de Gore-Tex, et il sera refermé le lendemain ou le surlendemain si nécessaire. Bien vérifier à l'ETO, même si l'ETO, on n'est pas toujours très bien aligné sur nos veines pulmonaires. Vérifier qu'il n'y ait pas de sténose résiduelle, qu'on ne soit pas de nouveau en retour veineux pulmonaire bloqué, même si elles sont anastomosées dans les bonnes cavités. Si la sténose, elle persiste, vous aurez toujours votre défaillance ventilatoire et circulatoire. En post-opératoire. Donc, l'objectif, c'est de tout faire pour que la vascularisation pulmonaire, elle soit au mieux. Le plus d'oxygène possible, le moins de CO2 possible. On ouvre en grand les vannes. On n'aura pas de risque de majorer l'OAP en ouvrant les vaisseaux pulmonaires, puisque maintenant, si vous avez bien contrôlé à l'ETO que vous n'aviez pas de sténose pulmonaire, le débit va se faire dans les cavités gauches, tout va se drainer, et il faut juste le temps de quelques heures pour passer le cap. Si nécessaire, pas hésiter à utiliser du décubitus ventral, d'accord? C'est les patients qui ont passé le temps qu'il faut au bloc sur le dos, pas forcément très bien recrutés.
Donc, du DV en post-op, c'est quelque chose qui se fait et qui ne doit pas vous effrayer plus que ça. Il y a eu des cas de décubitus ventraux à sternum ouvert. Alors, il faut faire attention. C'est pas quelque chose qu'on improvise. On ne laisse pas les infirmiers mettre en DV tout seul. Mais si juste mettre en DV pour améliorer la ventilation peut éviter une ECMO au patient, c'est peut-être pas plus mal. Sachant qu'on sait que ce sera juste un cap à passer, que c'est juste pour quelques heures et qu'il faut un peu tenir. Réouvrir le sternum, bah oui. Poser une ECMO si vraiment on n'y arrive pas, oui aussi. La CIA, elle doit devenir gauche-droit à terme. Et toujours pareil, on recherche une sténose du collecteur, une thrombose. Il y a des fils, il y a des sutures. Alors, même s'ils essayent d'utiliser des techniques sutureless, il peut toujours y avoir un caillot, une obstruction, surtout s'il y a un bas débit transpulmonaire qui se prolonge un peu. Et donc majorer votre HTAP post-cap. C'est en ça aussi que les KT, AP et OG vont beaucoup vous aider. C'est très rapide. Vous avez des questions là? Après, le principe réanimatoire est finalement assez simple. C'est dans la réalisation que les choses se compliquent et on se retrouve bloqué. Mais on a la chance en réacardio d'avoir beaucoup d'options si on n'arrive pas à ventiler notre patient correctement. Et donc, dans la situation du RVPA total, mais qui n'est pas bloqué, bah, on est vraiment face à une faible mortalité. En revanche, la morbidité, la ventilation mécanique prolongée, la durée d'hospice prolongée, c'est ce qui nous embête le plus. Il y a eu une étude qui était plutôt intéressante dans le sens où ils ont montré que si on opérait ces enfants de façon trop précoce, bah, on ne nous aide pas en post-opératoire. Donc attendre un petit peu, l'optimiser, en sorte que le patient soit au mieux. Ça nous permettra, on gagnera à la sortie avec une ventilation mécanique qui sera réduite, une durée d'hospice qui sera réduite elle aussi. Voilà. C'est à peu près tout pour la RVPA totale bloquée. C'était très rapide comparé aux autres, parce que bon, les principes sont simples. Je ne sais pas si vous avez des questions. Surtout comme ça vous permet d'aller manger et de revenir au cours de 13 heures. Ouais, ouais, l'HFO, c'est une vraie option aussi. Si ça permet, pareil, de faire passer le câble, alors surtout sur la CAPNI, ça peut toujours fonctionner. En fait, il faut juste être extrêmement dynamique. C'est le cas chez tous les patients néonates. Ils ont peu de marge, il faut être réactif, il ne faut pas hésiter à faire des gaz, il faut suivre de près les pressions, il ne faut pas rester dans son bureau, il faut être devant la chambre du patient, regarder son scope, voir comment il réagit au remplissage, voir comment il réagit aux aspis, aux soins, aspirer soi-même le patient s'il faut, s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstruction plus importante, s'assurer qu'il pisse bien et s'il faut lui mettre une HFO, enfin, s'il faut le ventiler en HFO, vous le ventilez en HFO. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas persister, enfin, et être très réactif dans un sens comme dans l'autre. Et c'est vraiment la clé du post-up, enfin, globalement, la réa cardio-congénitale du nouveau-né, quoi. Vraiment être auprès du patient et pas bouger, être attentif et être dynamique, ne pas trop s'obstiner si on voit qu'on va dans le mur, si l'amélioration ne se fait pas, changer de technique. Et l'HFO, parfois, ou souvent, ça dépend. Elle permet de passer un cap, surtout sur la CAPNI. Ouais. Voilà, voilà. Bon.